juste vous présenter les cités romaines. Ce n'est pas un sujet très original, mais quand même, c'est l'approche qui est beaucoup plus originale. Je voulais d'abord remercier Fanny Benima et Lugdunum, le théâtre roman, la métropole, parce que c'est un musée extraordinaire que je connaissais. J'ai profité pour jeter un coup d'œil un peu plus intéressé, parce que je crois que ma dernière visite date d'il y a 10 ans au moins. Et entre autres, voilà, je suis vraiment très reconnaissant parce que participer dans ces types d'activités, c'est tout à fait intéressant. C'est ça qu'on nous demande de plus en plus, c'est la diffusion, c'est faire connaître ce que nous on fait dans les laboratoires. Et puis vous présentez un sujet et qui est celui des cités romaines. Effectivement, c'est un sujet dont je développe depuis déjà une vingtaine d'années sur le monde des villes, le monde des cités. On verra la différence. Et à la fin de à peu près une vingtaine d'années, je fais ce que sais-je qui est maintenant épuisé ou presque, parce que je prépare la deuxième édition. Et puis vous voyez juste à côté, c'est l'édition anglaise qui est depuis les mois de juin à la vente aussi, et qui reprend les textes du que sais-je, mais avec quelques images de plus. On commence il faut mettre les choses à sa place. L'Empire romain, au milieu du 1er siècle, c'était quelque chose de comparable. On est à la même échelle, les États-Unis actuels et l'Empire romain, donc avec une différence fondamentale, entre autres, mais bon voilà, qui est fondamentale, celle de la Méditerranée en plein milieu de l'Empire romain. L'Empire romain concernait les deux rivages de la Méditerranée, le nord et le sud, et mais c'est un empire d'une dimension colossale. Oui, voilà, c'est une grande dimension. Il y a d'autres empires bien plus grands, mais il n'y a pas d'autres empires plus grands qui ont duré autant que l'Empire romain. Et donc ça montre une capacité des Romains, une capacité à être fort, parce que s'il n'y a pas la violence, il n'y a pas d'empire. Mais en même temps, ils avaient la capacité d'intégrer beaucoup plus. Je dis pas qu'il faut pas oublier la violence, ni que non, c'est en même temps. Hein, le deux côtés de cette durabilité sont bien le deux piliers d'une capacité coercitive, bien sûr, et d'une capacité, bien sûr, d'intégration. Et si je montre ça, c'est pour vous montrer un peu que voilà, ça concernait 70 millions d'habitants. Hein, c'est énorme. 2700 cités, 100 millions de kilomètres carrés et 5 fuseaux horaires. C'est l'équivalent de 5 fuseaux horaires. Donc, ce qui nous montre vraiment la difficulté que tous les empires de l'Antiquité ont eu, justement. Si c'est un empire, c'est parce qu'il y a une administration commune, il y a, on le verra, il y a du commerce, mais pour que tous ces types de choses, tous ces variables puissent marcher et fonctionner, il faut une vraie connexion, une connectivité, on dit, entre les différents points qui font partie de l'Empire romain. La diversité des peuples qu'il y avait à l'arrivée de Rome, c'est un empire apparemment homogène, surtout à la fin, au IIe, au IIIe siècle, c'est très homogène. On parle les latins à Cadix, au sud de l'Espagne, le nord du Maroc, dans l'Écosse actuelle ou dans l'Allemagne actuelle. Mais c'est le résultat d'une évolution.
c'est la fin d'un processus, et ces processus, au début, dès la formation de cet empire, il y a une diversité des peuples et une diversité des langues tout à fait comparable à celle que la colonisation européenne a trouvée aux États-Unis actuels et dans l'Amérique du Nord, qui a trouvé une myriade de peuples différentes. Bon, voilà. Ici, vous avez que des grandes catégories de peuples en péninsule ibérique, celtibères, ibères, carthaginois, mais les Ibères, il y a les Ilercavons, c'est pareil que comme le Gaulois ou le Celto-Ligure ou les Grecs, voilà, il y a une diversité de peuples, une diversité de langues, une diversité d'économies régionales qui ont été intégrées dans une vaste organisation commune et globale, si on peut le dire. C'est une, je ne dis pas une première parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est une mondialisation avant la lettre, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, tous ces deux cartes pour vous montrer en fait la diversité de peuples qui composaient l'espace qui sera plus tard occupé par l'Empire romain et contrôlé par l'Empire romain. Et puis, ici, j'ai vu qu'il y a une belle reproduction de la table de Pétanger. La table de Pétanger, c'est une copie d'une carte que n'en est pas une, en fait. C'est une carte comme si on dirait une carte de métro, en fait, hein, pour savoir quels sont les différents arrêts et les différentes lignes. Parce qu'en réalité, on le verra dans la diapositive suivante, on n'a pas... et pourtant, les Romains, ils savaient le faire. Hein. Ils pouvaient faire des cartes à l'échelle sans difficulté, mais ce n'est pas une carte pour se repérer dans l'espace, c'est juste une guide pour pouvoir savoir et comprendre quelles sont les limites. Et en même temps, une représentation idéale de ce que Rome, je mets des guillemets, avait dans la pensée de Rome, si on peut dire comme ça, si on peut personnaliser Rome, l'Empire romain, le monde idéal bien connecté. Vous voyez qu'il y a Rome en position centrale avec 12 voies qui partent vers le reste de l'Empire. Il y a des relais, il y a une hiérarchie, il y a bien sûr Rome qui est représentée beaucoup plus grande que les autres petites villes qui apparaissent dans l'espace. On a la représentation, par exemple, du delta du Nil dans la partie à droite, ici, voilà, le delta du Nil, le phare d'Alexandrie, le relief, le principal relief bien indiqué, et puis quelque chose qui est très important, on le verra plus tard, les lignes représentées dans ces facsimilés du 19e siècle, on voit les voies et les distances, hein, quelque chose qui est fondamental. La carte, elle mesure 8 mètres en réalité, elle est conservée en Autriche dans les archives et malheureusement, on n'a pas la partie qui correspond à l'Espagne, à la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal et une grande partie du Royaume-Uni actuel, justement parce que c'était la partie, la couverture qui n'a pas été conservée jusqu'à nos jours. Bon. Donc, cette représentation, vous voyez que la représentation de ce rectangle extraordinaire qu'on voyait dans l'image précédente, voilà, en réalité, vous avez ici, je l'ai pris sur Internet, c'est très bien cette image parce que ça montre les différents segments de la table des Pétanger qui nous montrent déjà qu'en réalité, ce n'est pas une carte de l'Empire romain, c'est une carte de l'ère d'influence, on dirait aujourd'hui en géopolitique actuelle, de l'ère d'influence de l'Empire romain, c'est-à-dire le monde connu par les Romains et les mondes avec lesquels Rome avait des relations diplomatiques et commerciales, entre autres. Juste comme un exemple, je me permets de vous montrer un temple d'Auguste représenté ici.
ici, ce temple d'Auguste qui est représenté ici et qui représente, ça c'est Ceylan, Sri Lanka, et puis ça c'est l'Inde et un temple d'Auguste en Inde. Donc voilà, tout ça, l'Inde ne faisait pas partie de l'Empire romain, bien entendu, mais quand même, il y avait un temple d'Auguste dédié dans le territoire d'un royaume que je ne connais pas, sans doute. Mais voilà, ça montre qu'il y a une idéalisation de cet espace. C'est l'espace d'influence de l'Empire romain. Et c'est l'espace où il y avait énormément d'échanges aussi. Hein, on le verra plus tard. Donc voilà, tout ça pour vous montrer un peu ce monde idéal qui était la représentation de la tabula de Petanger. Donc avec cette représentation, vous voyez que toutes les villes ne sont pas exactement à la même dimension. Il y a des camps militaires, il y a des fleuves, bien entendu, des fleuves qui sont représentés exactement comme la mer, mais ce qui montre, c'est en même temps la connaissance géographique de l'espace qui était contrôlé par Rome ou qui était sous l'influence de Rome, mais en même temps le besoin de montrer cette connexion entre les différentes villes qui faisaient partie de cet empire romain. Donc, quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est la représentation en ce qui nous concerne dans l'espace proche qui est le nôtre maintenant. Voilà, vous avez Lugduno, Caput Galliae, Usque hic legas, c'est-à-dire Lyon, capitale de la Gaule. Jusqu'ici, ce sont des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la position de Lugdunum en tant que capitale de la Gaule. Et quelque chose qui est fondamental, ça fait allusion à l'intégration dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la tabula indique la distance en lieu, donc une mesure romaine et à mille. Une mesure gauloise et à mille. Et donc, justement, c'est l'indication que jusqu'à partir de Lyon vers le nord, il y aura des lieux, c'est-à-dire la distance traditionnelle locale, on va dire, mais c'est à partir de Lyon vers le sud qu'il y aura des milles. Donc, chaque chiffre, par exemple 12, ce n'est pas milles romaines, mais des lieux. Et donc, justement, ça montre cette capacité de syncrétisme et d'intégration des différentes réalités. C'est impossible de créer un empire qui fonctionne. Il y a eu des empires, Gengis Khan, etc. Bon, mais ça a duré la vie d'un Gengis Khan ou quelques successeurs, mais pas plus. Mais un empire comme l'Empire romain, avec une durée de... Ça dépend, mais 3 siècles qui fonctionnent d'une manière assez cohérente, qui sans beaucoup trop de crises, ça veut dire qu'il y a cette capacité à pouvoir intégrer des réalités géographiques, spatiales, ethniques, religieuses et sociales et économiques très, très, très différentes. Justement, le problème principal au moment de gérer un empire, c'est les distances. Et les distances, aujourd'hui, c'est très facile. On a Google Maps, on calcule les distances, mais justement, l'université de Stanford a créé en Google Maps, on va dire, dès l'Antiquité. Et donc, on lui dit, allez, je vais en déplacement entre Lyon et Châlons, donc avec le nom de l'Antiquité. Et donc, on peut lui expliquer qu'on souhaite se promener en été. Ben, si on les fait par exemple en hiver, ça ne sera pas la même chose, surtout si c'est un transport maritime, parce que, vous le savez, la mer n'est pas ouverte pendant toute l'année, etc., etc. Donc, on sait que cette distance était... entre Lyon et Châlons était de 4 jours avec 120 km.
Voilà, aujourd'hui, c'est une vingtaine de minutes ou une trentaine, à peu près, non? Voilà. Et donc, ce qui est marqué dans la tabula de Peutanger, ce sont les différentes distances avec les différentes relais routiers qu'il y avait, tous les X milles ou lieues. Donc, voilà, on a Lyon, voilà, et puis Lundin, 16, Matiscone, c'est-à-dire Mâcon, 14, oui, 14. Ensuite, Tournus, Tinorcium et Chalon-sur-Saône, Cavillon. C'est-à-dire, ça nous donne, ça donnait aux voyageurs, comme les anciennes cartes, aujourd'hui on utilise les smartphones, mais les anciennes cartes de métro, voilà, on sait quelles sont les différentes étapes et là où il faut s'arrêter en fonction du système de communication, c'est-à-dire à pied, en chariot, etc., etc. Donc, c'est ça qui est fondamental. Pour comprendre les structures territoriales de l'Empire romain, c'est fondamental de comprendre les dimensions de cet empire, d'une part, et d'autre part, la technologie du moment, qui n'était pas la nôtre, on est d'accord, et donc aujourd'hui on se déplace à une vitesse beaucoup plus grande, d'accord, mais quand même, justement, pour constituer et organiser cet empire, il y a eu des avancées technologiques, qu'on verra plus tard, qui ont permis de réduire les distances. C'est pas vrai, il faut dire distance avec guillemets, ils ont été capables de réduire les temps des parcours de distance. Voilà, hein, comme aujourd'hui en fait. Donc voilà. Pour se faire une idée de ces distances, voilà, j'ai inclus une carte, la même carte de tout à l'heure, justement pour montrer par exemple, un courrier, les temps de parcours d'un courrier pour arriver. Donc, se déplacer normalement, les calculs estiment entre 30 et 100 km par jour pour une lettre normale. Le messager du cursus publicus, c'est-à-dire de la poste, mais la poste, ce n'était pas la poste comme la nôtre, hein, c'était la poste de l'empereur pour communiquer avec les gouverneurs et le magistrat de chaque ville. Donc, c'était 80 km jour et un maximum de 150 km jour. Ce qui était énorme, hein, ce sont des choses très importantes, et pas des marchandises, mais des objets très importants, et des lettres qui allaient de la chancellerie impériale au gouverneur de l'autre bout de l'Empire. Et puis, voilà, pour les lettres, la correspondance privée, on sait qu'une lettre de Cicéron à son fiston, de Rome à Athènes, a duré 46 jours. Donc, la norme d'un voyage terrestre entre Rome et Athènes, c'était de 74 jours. Et la norme d'un voyage maritime, il y a eu, c'est plus normal, 11 jours. Bon, pourquoi alors, justement, Cicéron, il s'est plaint. Comment ça s'est fait que cette lettre arrive, ou c'est son fiston qui s'est plaint, arrive 46 jours. Hein. Le plus normal aurait été entre 11 jours. Et ça démontre qu'en fait, il attendait que ça arrive par voie maritime. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va... Si on imagine un parcours, j'ai utilisé le système de Stanford, hein, de l'université de Stanford. Si on utilise le parcours normal terrestre, ça donne 74 jours, et par voie maritime, 11 jours, ce qui nous démontre qu'effectivement, il y a eu beaucoup de retards et il y avait de quoi se plaindre, hein, ou Cicéron ou son fiston, peu importe. Puis Galba, lors de la guerre civile, qui était un des prétendants à l'Empire, est prévenu de la révolte de l'armée du Rhin en 9 jours, hein, c'est-à-dire il y a eu pas quelqu'un, plusieurs légionnaires, on peut imaginer, donc plusieurs qui ont fait ces voyages avec de relais et donc qui ont arrivé
en 9 jours et que la norme de ces voyages, soit par voie terrestre, était des 60 jours, soit par voie maritime, c'était 42 jours. Bon, voilà, vous voyez que quand les choses étaient importantes, donc justement, Galba, il a appris que l'armée du Rhin s'est révoltée. Et donc, il fallait absolument une vitesse extraordinaire. Et donc, bien entendu, c'est pas une seule personne, c'est pas un seul cheval, bien sûr. Donc, il y a deux relais. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Rien ne pouvait pas marcher dans l'Empire romain s'il n'y avait pas de relais qui fonctionnait. Et c'est l'idée fondamentale que j'aimerais retenir que vous retenez dans cette conférence. Bon, voilà. Et en 54, Cicéron reçoit 2 lettres de César, l'une qui est postée, on va dire, en Bretagne, vers Rome en 32 et 28 jours respectivement, 2, voilà. Et donc, la norme d'un voyage terrestre, c'était de 63 jours, et la norme d'un voyage maritime via Bordeaux et Narbonne, donc par ici, voilà, une fois Bordeaux, la voie fluviale, et puis maritime, en 30 jours, donc ça a été parfait, donc voilà, il n'y avait pas à se plaindre. Ceci dit, la communication entre un proconsul et un sénateur, ça devait être prise en considération et ça marchait vite. Voilà, tout ça pour vous expliquer ces difficultés de communication malgré tout. On est dans une situation d'une certaine vitesse, mais en même temps, voilà, c'est pas du tout comparable à nos jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui a provoqué la réduction des distances, La réduction des distances, bien sûr, entre guillemets, c'est déjà la création des voies. Des voies comme tout ce que vous voyez, ça dépend des régions. On a des voies pavées en pierre comme celle d'Italie. À Amiens, on a trouvé voilà, un système de planches en bois. Mais il y a d'autres dispositifs technologiques qui sont tout à fait intéressants pour la réduction des distances, c'est-à-dire le phare, par exemple, les différentes phares, dire où se trouve un danger sur une côte, c'est justement une manière d'éviter les dangers et permettre que les communications arrivent en temps prévu. La multiplication de l'espace dans les ports, le Portus, tout près de Rome, à l'embouchure du Tibre, c'est encore une technologie nouvelle, comme on verra dans les diapositives suivantes, ou par exemple la création, la capacité de sauver de reliefs compliqués comme celui du pont d'Alcantara, qui est bien connu, bon, c'est en Espagne, mais c'est pas loin du Portugal actuel, à Valencia d'Alcantara. Justement, ça permet de faciliter et réduire les distances. Ça empêche de faire des contournements extraordinaires pour arriver. Juste pour l'anecdote, pendant la guerre de l'Espagne en 36-39, les militaires recommandaient de prendre, avec le char de combat, recommandaient de prendre le pont romain et pas les ponts plus récents. Donc, et puis, ça permettait, vous voyez ici dans la partie occidentale de l'Empire, tous les réseaux des villes, et vous aurez remarqué très très vite qu'en fait, il y a une très forte relation entre ville et voie terrestre, et voie maritime aussi. Voilà, par exemple, une île qui m'est chère, elle est bien petite, mais elle est très importante, qui est Ibiza. C'est justement en relais dans la navigation entre l'Occident et l'Orient, entre la Méditerranée centrale et orientale, entre le nord et le sud. Et donc, c'est normal, c'est une toute petite île, mais elle est importante par sa position dans la trame de l'Empire et avant, avec la fondation phénicienne.
de la ville. Voilà, une autre manière de réduire les distances, c'est la création de délégations commerciales. Dans la Piazza delle Corporazioni d'Ostie, dans les ports d'Ostie, dans l'embouchure du Tibre, avant la création de Portus, ici, voilà, on a la dite place de la corporation. Ça veut dire qu'il y avait, vous voyez toutes ces cellules, c'est un portique avec un théâtre, un portique, voilà, et vous voyez qu'il y a des espaces. Donc, par exemple, ici, il y avait la corporation de Sulectum, voilà, Salacta en Tunisie, et ici, dans cet autre-là, il y avait Caralis, c'est-à-dire Cagliari en Sardaigne. Ça veut dire, c'est juste une corporation, donc même aujourd'hui, avec les visioconférences, avec les téléphones, avec tout ce qu'on veut, il faut que quelqu'un puisse être sur place pour représenter une ambassade diplomatique, bien entendu, mais aussi des ambassades commerciales, c'est-à-dire des délégations commerciales. Et donc ça, c'est une reconstitution de cette place delle Corporazioni. Et donc, vous voyez qu'on a tout un système pour faciliter la communication et que les choses se passent relativement vite. Voilà, je vous parle maintenant un peu de la création des villes. À partir du IVe siècle, déjà Aristote nous dit que les villes de son époque, parce qu'il dit selon la manière plus récente, c'est quelque chose qui n'était pas dans la Grèce archaïque et classique, c'est plutôt de l'époque hellénistique. Donc, Aristote, il dit que c'est la disposition des habitations, elle est plus agréable, plus adaptée à des activités variées, si elle obéit à un bon découpage, selon la manière la plus récente. Donc, ce qui donne dans par exemple, en Tremont, à Olbia ou en Espagne, dans les epiteichizmata, donc des bastions, c'est-à-dire de relais aussi, des protections de la côte qui étaient construits de cette manière, mais en même temps, à la même époque, au IVe et même à la fin du Ve siècle, Rome est en train de créer des coloniae maritimae, des colonies maritimes qui sont sur la côte pour prévenir des invasions et protéger Rome des ennemis qui viendraient par la mer. Et donc, on a des fondations qui sont tout à fait comparables. Sur le principe, c'est géométrique, c'est entouré d'un rempart, etc., etc. Nous avons aussi cette diversité des peuples ont provoqué des différentes traditions urbaines. Il y a les oppidas gaulois typiques de la Gaule, en position dominante en hauteur, avec des protections, etc. On a des choses tout à fait comparables en péninsule ibérique, mais en même temps, on a au sud de l'Espagne, par exemple, et au sud-est, ici, une fondation phénicienne. Guardamar, c'est une fondation phénicienne aussi. Et Santa Pola, c'est justement la Piccola, c'est une fondation qui est à la grecque. C'est grec ou à la grecque, peu importe. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que l'implantation des Roms se faisait sur des peuples très différents, sur des traditions urbaines très différentes. Ce n'est pas la même chose une ville des traditions phéniciennes et puniques qu'une ville un oppidum gaulois. Et puis, quand Rome arrive, elle agit avec des éléments qui sont très différents selon les zones géographiques sur lesquelles elle s'implante. De sorte que nous avons, par exemple, dans le nord de la Gaule, c'est la Gaule belgique,
vous avez cette carte que j'ai fait évoluer depuis déjà quelques années. Et donc, vous avez sur cette image une synthèse sur un espace. Donc, à partir du nord de la Gaule, il n'y a pas énormément d'oppida gaulois. Et il se raréfie à partir d'une ligne. Reims, c'est un oppidum, probablement. Metz aussi. Mais pour le reste des grandes villes d'époque romaine ici, ce sont des fondations ex nihilo, c'est-à-dire des fondations du néant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens, hein, il y avait de peuples, mais qui n'avaient pas une organisation très avancée, une organisation urbaine très avancée. Et ça veut dire que, par exemple, Amiens ou Bavay ou Tongres en Belgique actuelle ou Cologne, ce sont des fondations nouvelles. Donc, c'est justement la coïncidence et que le bras droit d'Auguste Agrippa, il a créé les réseaux routiers de la Gaule, d'une manière globale, mais il a contribué avec les légions romaines dans le nord à créer toutes ces villes, et donc en une dizaine d'années, entre 20 avant Jésus-Christ et l'époque augustine, la transition de l'ère à l'ère chrétienne, il y a toutes ces fondations des villes et la création de tous ces réseaux routiers, la création, l'adaptation d'anciens réseaux, l'existence des populations, mais qu'ils sont regroupés dans une ville comme Tongres, par exemple. Mais tout ça pour vous dire que ça, c'est le plus comparable, je mets sur l'expression, de l'aménagement du territoire à l'ancienne. C'est-à-dire, ici, entre l'époque augustine et le 1er siècle, il y a eu toute une occupation de l'espace sans beaucoup trop de traditions urbaines préalables. Et donc, c'est ça qui fait l'originalité, par exemple, d'un espace comme celui-ci ou l'espace de la Grande-Bretagne actuelle. Donc, tout ça pour vous montrer, par exemple, encore une fois, là, il y a un tracé en Y de Lyon jusqu'à Langres, et puis à Langres, une bifurcation qui va vers le Limès et les Rangs, d'une part, et de Langres vers l'autre Limès avant la conquête de l'empereur Claude de la Bretagne romaine, qui était la Manche. Et donc, vous voyez que toutes les villes les plus importantes, au moins les villes les plus importantes, elles sont dans ces deux axes. Et puis, il y a d'autres villes qui sont dans un axe qui est fondamental pour relier l'armée de la Classis Britannica, la flotte romaine qui était à Boulogne, et puis les limès du Rhin à Cologne, par exemple. Quelque chose qui est fondamental pour comprendre, c'est les facteurs d'implantation des villes romaines. Je dois cette carte à Pierre Moret, qui a identifié l'importante articulation qu'il y a entre les réseaux routiers et les réseaux fluviaux et les principales villes de la Gaule. Et ici, vous avez les réseaux fluvial. Estrabon, il disait, il était vraiment sidéré. C'est un géographe grec qui écrit à l'époque d'Auguste. Et donc, il est sidéré de la capacité qu'il y a en Gaule, c'est pas pareil en péninsule ibérique, de la navigation fluviale. Hein. Et donc, il dit que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas le fait du hasard, c'est un plan, en quelque sorte logique, c'est-à-dire c'est la nature, ce sont les dieux qui nous ont donné l'espace pour profiter de cet espace et de cette réalité géographique. Et donc, il nous explique, Estrabon, que du Rhône, les marchandises passent dans l'Arar, puis dans les Doubs, son affluent, et elles sont transportées ensuite par terre jusqu'à Sequana, c'est-à-dire jusqu'à la Seine. Donc, vous voyez que la position soit de Lyon, des
Châlons et d'autres grandes villes, elles se trouvent justement dans les contrôles de cette transition entre des bassins versants qui sont différents. Et donc, c'est ça qui fait que les principales agglomérations de l'époque se trouvent à ces endroits précis et qui donnent lieu à un réseau qui est beaucoup plus intégré qu'on pourrait les penser dans un premier temps. Donc voilà, ici vous voyez le détail. Donc, par exemple, les grands sites comme Alésia et Bibracte, c'est pas par hasard que Rome a un grand intérêt et que la bataille fondamentale de César se trouve à Alésia, parce que si on contrôle cet espace, on contrôle la transition entre l'océan et la Méditerranée d'une manière assez claire. Et de même, Strabon, quand il décrit par exemple l'estuaire du Tage, il dit, c'est génial Strabon parce qu'en fait, il agit comme un économiste actuel. Il dit que c'est merveilleux, c'est extraordinaire, sa largeur, l'embouchure, 20 estades, c'est-à-dire 3,8 km, et sa profondeur suffisante pour que des navires à 10 000 amphores, c'est-à-dire des 160 mètres cubes ou 200 tonnes en vin, de vin, des frais puissent le remonter. En fait, il s'en moque de l'espace géographique. Ce qui est intéressant dans la logique de son époque, c'est si un navire peut remonter un espace avec 10 000 amphores. Quelque chose qui est fondamental, c'est pouvoir s'approprier du milieu, c'est-à-dire pouvoir apporter de l'eau dans une ville. On n'aurait jamais fait l'aqueduc de Nîmes, parce que Nîmes, il a la fontaine qui jaillit en permanence. Nîmes se situe dans une position à une surgence karstique, donc il y a de l'eau, et dans n'importe quelle ville, normalement, il y a des puits et on peut boire et consommer l'eau. Les aqueducs, justement, on trouve une côte supérieure, on fait amener l'eau pour qu'ils arrivent avec la suffisante pression pour les bains et pour nettoyer. On verra dans les images suivantes. Pour faire bouger par exemple une mènerie comme celle de Barbégal, avec 16 meules susceptibles de produire jusqu'à 4,5 tonnes de farine et garantir une consommation de 350 grammes jour à environ 12 500 personnes. Sans la force de l'eau qui arrive vers une côte supérieure, on n'a pas cette possibilité. Donc, l'essentiel des aqueducs, ce n'est pas la consommation urbaine de l'eau, c'est plutôt l'utilisation de la force pour le nettoyage, entre autres. L'appropriation du milieu concerne aussi la distribution des terres aux colons. Ici, vous avez, je vous montre très vite fait, mais vous avez les cadastres affichés à la colonie romaine d'Orange. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y avait 3 cadastres, et ces 3 cadastres, c'est voilà un cadastre, c'est-à-dire un document cartographique et un document, une liste qui a un but fiscal, c'est-à-dire pour la redevance, le vectigal, c'est l'impôt, sur la propriété des terres, mais en même temps, cette appropriation du milieu, c'est une appropriation par et pour la colonisation. C'est-à-dire, on exproprie une certaine quantité de terres, pas toutes normalement, mais une certaine quantité de terres pour les attribuer à des colons. C'est le cas de Lucius Munatius Plancus à Lyon. Sans doute, il a dû avoir des distributions de terres à des colons qui arrivaient avec les mains vides, mais par la force justement et la coercion, la capacité de Rome était de forcer cette situation. Donc voilà, ici vous avez un fragment qui se trouve dans les cadastres dits A de Orange, et donc vous avez la Durance et 2 grandes voies
qui jalonnent de deux côtés de deux rives de la Durance. Et puis, cette idéologie de la centralité, c'est-à-dire ici, vous avez une distribution des chefs-lieux des cités des Espagnes, c'est-à-dire de l'Hispania de l'Antiquité, l'Espagne et le Portugal. Et donc, vous avez ces cumuls qui provoquent cette idéologie de la centralité du monde romain, qui est, d'une part, l'effet de l'accumulation dans les cités des activités et des fonctions civiques, sociales, économiques et des services, c'est-à-dire s'il y a un palais d'un gouverneur, il faut qu'il y ait un monument. S'il y a des termes pour la sociabilité interne, il y a des monuments. S'il y a un temple des trois Gaules, comme c'est le cas à Lugdunum, il y a un monument qui représente. C'est ça qui explique le fait qu'à Paris, c'est la capitale, donc c'est pour ça qu'il y a des ministères, qu'il y a Matignon, les lycées, etc. Ces cumuls des fonctions sociales, économiques, administratives, etc. provoquent les cumuls dans les villes des monuments et des bâtiments. Et donc, justement, pour que tout cela fonctionne aux deux échelles, l'échelle de la ville et l'échelle de l'Empire, les systèmes de l'administration romaine, qui n'est pas un système comme le nôtre vertical avec l'État, donc une ville comme Lyon n'est pas autonome, tandis que dans l'Antiquité, une ville, un chef-lieu de cité comme Reims, Durocortorum, il était autonome. Autonome ne veut pas dire aller contre les intérêts des Romains. Autonome, ça veut dire que tous les réseaux routiers qui traversaient les territoires de la cité en jaune, contrôlés par Reims, ça veut dire que c'est les élites des Reims qui s'en occupaient de que le morceau des voies romaines, le pont comme celui d'Alcantara que vous avez vu, s'occupaient du bon fonctionnement de ces infrastructures. Ça veut dire que si il y avait un courrier qui arrivait de Rome à Boulogne ou peu importe à Amiens, et donc s'il y avait une lettre de l'empereur vers un gouverneur qui allait en Bretagne et il y avait un problème dans un pont, c'était les élites de la ville de Reims qui payaient. C'est-à-dire qu'il n'avait bien réalisé sa fonction, et bon, voilà, on pouvait imaginer qu'il y avait des problèmes. Donc, c'est un système que je l'ai décrit, vous me permettez une comparaison organique, c'est un système cellulaire. La ville, c'est le noyau de la cellule, mais tout autour de la ville, il y a le territoire de la cité. Et tout ce qui se passe dans ce territoire, de tous les points de vue, concerne les élites qui dirigent la cité. C'est pour ça que j'ai appelé les cités romaines. Il y avait avant, des années 50, un de Pierre Grimal, oui, qui s'appelait le ville romaine. Et donc, mon que sais-je, c'est les cités, parce que ça concerne tout l'espace contrôlé par les élites urbaines. Donc, et c'est pour ça que on a besoin, à l'intérieur du territoire de la cité de Reims, il y a d'autres petites villes, mais une seule est le chef-lieu. Tandis que les autres, ce sont de petites villes qui se trouvent dans l'espace, qui rythment les chemins. Par exemple, entre les chefs-lieux des cités de Reims et celui des Trèves, c'est presque 300 kilomètres. Donc, pour aller de Reims à Trèves, pour aller d'un bout à l'autre du maillon qui est celui de l'Empire romain, ça veut dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait de relais. Ces relais prennent la forme des relais routiers, des petites villes secondaires, etc., etc. Voilà, c'est l'exemple du pont des Chaves, les ponts des Chaves, donc avec un Millière qui nous explique que c'était créé par la Légion Septima Gemina Félix
Et 10 cités, que vous voyez ici, les Aqui Flaviensis, les Aubrigensis. Chaves se trouve au Portugal actuel. Et donc, justement, pour que vous voyez un peu l'intérêt de comprendre ce type de choses d'un point de vue spatial, et c'est en ça que je crois honnêtement et humblement que mon message est original, c'est que j'ai essayé de comprendre les cités romaines d'un point de vue spatial et territorial. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le pont de Chaves se trouve là, dans un bout de route qui met en la côte du Portugal actuel et Legio Gemina Felix, l'actuelle ville homonyme, on pourrait dire, de Lyon, Léon, en Espagne, qui est née dans la position de cette légion, Septima Gemina. Donc, et vous voyez qu'il y a des 150 kilomètres entre ces ponts et le camp romain de Legio. Et donc, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que la Légion, l'armée, a à faire un pont dans cet espace qui concerne une dizaine de cités tout autour de cet espace. Donc, comme par hasard, le nord-ouest de la péninsule ibérique, ce sont le gisement aurifère le plus important de l'Antiquité jusqu'à la conquête de la Dacie, l'actuelle Roumanie, par Trajan. Et donc, à l'époque de Trajan, justement, ils ont construit ces ponts. Et tous ces ronds jaunes sont des sites aurifères de la plus grande importance. Et donc, voilà, j'ai mis l'hypothèse, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose. Ces camps romains avec une légion qui va rester entre la fin du 1er siècle et le 4e siècle, voilà, il va contrôler tout cet espace d'une manière extraordinaire, avec non seulement de l'or, mais d'autres minéraux intéressants. Mais vous voyez que très probablement, ce qui relie ces camps romains et le pont de Chaves et les 10 cités, voilà, c'est peut-être pour acheminer et réduire les distances de l'acheminement de l'or et du transport de tout ce qui suppose un secteur fondamental pour l'Empire, qui est la frappe des monnaies, en fait. Et la frappe des monnaies, pas pour n'importe qui, pour les soldats. Voilà, on disait tout à l'heure qu'il y avait des relais et des relais du cursus publicus. Les relais du cursus publicus, c'est un lieu où il y a la représentation du pouvoir, où il y a des chevaux pour le relais et pour pouvoir transférer les lettres. Et donc, c'est un des meilleurs connus, c'est celui de Ambrusum, entre Nîmes et Montpellier actuel. Montpellier, ce n'est pas une fondation romaine, mais entre Nîmes et Montpellier actuel, vous avez Ambrusum. Ambrusum, voilà, on a tout, un petit pont pour traverser un fleuve, mais en même temps, dans cette station routière, on a auberge, des thermes, les gens qui se reposent ont besoin d'un bain et un peu du spa, une maison à charron, un enclos cultuel, il faut faire des prières, il faut faire des offrandes aux dieux pour que ça marche correctement pour le reste du chemin. Et puis, ici, un édifice public où il y a la représentation du pouvoir. C'est lui qui est le responsable de que les lettres qui vont de Rome vers l'Espagne et qui passent à Ambrusum, à l'ouest de Nîmes, au sud-ouest, voilà, tout marche correctement. Et si jamais il y a une notice importante et qui doit arriver très vite fait, bon voilà, c'est lui le responsable et qui dépend de l'État et en même temps de la cité juste à côté. Des évolutions technologiques importantes aussi, c'est la connaissance d'une part. Les Romains, ils ont inventé le mortier
ce qui est fondamental, d'une part, pour construire vite et bon marché, surtout, mais en même temps avec une possibilité technologique extraordinaire, mais en même temps avec le mélange de la puzzolana, une roche volcanique, une poudre volcanique qui se trouve dans la zone du Latium, tout autour de Rome. Si on mélange la puzzolana avec le mortier de chaux, donc on obtient la possibilité de construire du béton hydraulique, on dirait, hein, et donc de construire de jetées, de quais, et ce qui est fondamental, parce que avant la découverte technologique qui est la puzzolana, un port, c'était un bon port s'il était un bon port naturel. Tandis qu'à partir de la construction en puzzolana, on peut faire un mauvais port, on peut faire un moyennement bon port. Et donc, ça permet à Rome de mettre des ports là où il n'y avait pas de ports auparavant, et donc de faciliter les communications et de construire aussi des phares comme celui de Douvres, de Dover au Royaume-Uni, et donc dont on a pas mal d'exemples dans les représentations de Rome, de mosaïques ou de peintures. Et puis, quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui est l'existence d'épaves dans la Méditerranée. Ici, il y a l'étude la plus complète qui a été faite à un niveau méditerranéen, des épaves. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus d'épaves entre l'apparition, en gros, de la puzzolana au IIe siècle avant Jésus-Christ et à la fin de l'activité l'activité économique dans l'Antiquité tardive, mais surtout un pic entre le premier avant et premier, deuxième après. Il y a beaucoup de choses à dire parce que les épaves avec des amphores, on les voit plus vite que les épaves avec des tonneaux. Mais voilà, c'est un indicateur qui nous montre un peu cette importante activité de l'époque. Bon, les cités avaient un territoire vivrier qui permettait de fournir de la consommation à la ville, une consommation des marchés. Ce n'est pas la consommation pour la subsistance, c'est une consommation pour les populations urbaines qui ne produisent pas ce qu'elles mangent d'une manière globale et générale, et donc, mais qui consomment des mets de niche, on va dire. Donc, vous avez des représentations des pintades, des volailles, des coqs et des faisans. Donc, voilà, mais il y avait beaucoup d'autres. Voilà, la pastio agrestis, ça c'était la pastio villatica, c'est-à-dire c'est l'élevage des villets. La différente pastio aussi des différents territoires où la moisson avec la moissonneuse gauloise qui est décrite par Pline et par Palladius, qui était une moissonneuse qui permettait de faire beaucoup plus vite la moisson quand il arrivait le moment. La nourriture du peuple, appelée comme ça par Varron, qui était, voilà, il est fondamental. On a vu les grains, hein, ce sont le carbohydrate, etc. Mais il faut aussi pour la subsistance, il faut surtout les protéines aussi. Et donc, une manière de transporter les protéines, c'est avec la viande salée, mais aussi avec le poisson salé et les sauces de poisson. Et donc, ici, vous avez dans la côte sud-est de l'Espagne, par exemple, ces viviers justement pour pouvoir capturer et préparer le poisson, la salaison des poissons, mais aussi à la Bottega del Garum, du Garum,
des Pompéi, par exemple, toute cette série d'amphores qui étaient destinées à transporter de la salaison. C'est la manière la plus efficace de transporter de la protéine pour manger, pour les soldats, à des distances importantes. Et une graphique qui m'intéresse beaucoup, toujours, c'est celle de la consommation de la morue à Londres. Et donc, on a la consommation pendant la période romaine. Exactement, c'est une consommation strictement urbaine, c'est-à-dire entre la fondation de Londres, peu après la conquête de l'empereur Claude en 44 après Jésus-Christ, et puis la fin de la ville de Londres. Et puis les archéologues, ils ont daté du Haut Moyen-Âge les débuts de la consommation de la morue, et puis qui arrive jusqu'au 19e siècle. Bien, on a dit qu'il y a une concentration extraordinaire des monuments, des bâtiments publics dans une ville, parce que c'est l'équivalent de l'accumulation, le cumul des fonctions économiques, sociales, de représentation, etc., etc. Donc, juste un exemple, deux exemples. D'une part, on sait qu'il y a, pour la construction des remparts de Toulouse, il y a plus de 10 millions de briques qui ont été faites. Donc, il faut imaginer non seulement la quantité des briques qu'il fallait faire pour la construction du rempart, mais aussi la quantité de briques qui ont été utilisées pour d'autres usages domestiques aussi. C'est-à-dire, si on fait 10 millions de briques pour un rempart, on peut faire beaucoup plus. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer l'activité économique, la dynamique économique et sociale que ça a comporté, parce qu'il fallait faire tous ces briques. Et donc, la quantité de travail et d'activité qui provoquait cette activité, mais pas seulement le brique, aussi, par exemple, ici, c'est la carrière del Médol à Tarragone, qui est la carrière qui a servi à... Tout ça était là où marchent les touristes, c'est juste une aire de repos de l'autoroute A7, après Tarragone, vers le sud. Et donc, voilà, vous voyez un touriste, tout ça, c'était de la pierre calcaire, et ça, c'est les témoins de l'extraction de la pierre calcaire pour la construction du pont du Diable de Tarragone, qui est un aqueduc, mais non seulement ça, mais l'amphithéâtre et les théâtres de Tarragone aussi. Et puis, la carrière de l'Estelle de Nîmes, avec tous ces fronts de taille pour la construction du pont du Gard et de tous les petits ouvrages par rapport au pont du Gard, bien sûr, de l'aqueduc de Nîmes. Pareil pour le forum, ici, la quantité de pierres et de briques et de tuiles nécessaires pour la construction des ensembles monumentaux de cette dimension, de cette importance. Une petite allusion à Lugdunum avec le théâtre L'Odéon, mais aussi l'amphithéâtre de Nîmes, le théâtre d'Orange et les cirques de Merita Augusta. Tout ça, c'est une explosion de travail. D'accord, il le faisait avec des esclaves, mais les esclaves appartiennent à quelqu'un. Et donc, c'est quelqu'un, mais ses propres esclaves à contribution. Et donc, ce sont les élites qui construisent ces monuments, etc., en échange d'être élus à un moment donné. Quelque chose qui donne aussi un aspect monumental, ce sont les marchés, les makelum. Les makelum, ce sont des marchés de poissons, de viande, etc. Ce qui m'intéresse, celui-ci, c'est celui des Pompéi, celui-ci, c'est la reconstitution de celui des Minturnains. Mais ce qui m'intéresse ici, je disais qu'il fallait être communiqué
on parlait la même langue, ou en tout cas, le latin, il était une langue franche dans tout l'Empire, et les Grecs, mais aussi, il faut adapter les mesures, hein, il faut adapter la monnaie. Il faut avoir une monnaie unique, mais il faut avoir un système de mesure. Si il n'était pas homologable partout, parce qu'il y avait des différences des pieds, des coudées, etc., il fallait au moins que dans le marché des leptismania, vous l'avez ici, il y avait une table de correspondance. Dans l'actuel Lectis Elcom en Libye. Donc, vous avez la coudée punique avec les sous-multiples, le pied gréco-roman de 29,6 et la coudée égyptienne. N'importe quel marchand qui arrivait avec son propre système de mesure, il avait la possibilité de vérifier qu'on ne lui vendait pas une quantité pour une autre. D'accord ? Juste ici, vous dire qu'il y a les arpenteurs, les géomètres de l'Antiquité, ils disaient dans un traité d'arpentage, ils disaient à un moment donné, oui, le plus beau, c'est le système d'établissement des limites, voilà, et c'est quand les limites à l'intérieur de la ville, les fameux cardo decumanus maximus, ici à Lyon, ça ne fonctionne pas énormément parce que la topographie du terrain, difficulte une régularité, mais quand même, ça existe aussi. Mais bon, voilà, les arpenteurs de l'Antiquité, ils préconisent que la division de l'espace par les centuriations dont j'ai parlé, les cadastres de tout à l'heure, soit exactement avec la même orientation que celle des axes principaux de la ville. Et donc, voilà, à l'intérieur des villes, il faut se communiquer et tout ce qui arrive de l'extérieur de la ville, du territoire de la cité à l'intérieur de la ville doit se promener par la ville. Il faut qu'il y ait des rues qui communiquent bien. Bon, la qualité des rues, on a Vaisson avec le cryptoportique pour pouvoir se promener, mais on a aussi, différents systèmes de rues pavées, et des rues pavées à Cologne, en Allemagne aussi, mais aussi, vous avez d'autres systèmes, un cailloutis qui empêche voilà, de l'humidité, etc., qui est rénové de manière périodique, mais c'est aussi une manière de soigner le transport à l'intérieur d'une ville et la circulation à l'intérieur d'une ville. Juste pour conclure, il y a un chapitre sur la démographie et l'entassement urbain avec quelques images qui vous montrent un peu l'estimation de la population de l'Empire romain au milieu du IIe siècle, au moment le plus fameux, 1 million d'habitants, donc à peu près 70 millions vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, avec des densités très inégales. On a 49 millions dans la partie occidentale, 24 dans la partie orientale, mais en même temps, avec des densités très inégales, donc avec une claire densité beaucoup plus importante dans la partie orientale de l'Empire romain. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec 2000-2700 cités de l'Empire, d'environ 20 000 à 26 000 habitants en moyenne, dont 2 000 à 6 000 entre eux résidaient en ville, ce qui veut dire que malgré l'importance que j'accorde à la ville à l'époque romaine, en réalité, 90% de la population de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, ça a été comme ça, étaient des habitants du monde rural, en réalité. La ville, c'est un grand théâtre. Pour les Romains, c'est un lieu où résident les élites, même s'ils ont une résidence dans les campagnes aussi, une deuxième résidence productive, la villa. Mais en réalité, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de représentation du pouvoir. Et en réalité, voilà, ça concernait très peu de monde en réalité. Et donc, seulement quelques exemples comme Rome, Carthage, Pergame, Smyrne, qui sont les villes avec le point rouge, dépassaient 100 000 habitants.
seulement Rome, avait 1 million d'habitants, mais c'est Rome et la zone métropolitaine, on va dire, de Rome, en réalité. C'était de petites villes avec pas énormément de population. Et tout ça s'explique parce qu'en réalité, dans un régime démographique de l'Ancien Régime, jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle, et même dans certaines régions du monde jusqu'à nos jours, les régimes traditionnels, c'est un fort taux de natalité et un fort aussi taux de natalité et mortalité, ce qui fait qu'il n'y a pas une grande croissance. La croissance de nos jours est due à l'écart entre le taux de natalité et les taux de mortalité. Donc, tout ça pour vous dire que les gens, la plupart de gens, dans cette salle, moi les premiers, on ne serait pas là dans ce monde depuis un moment, depuis une trentaine d'années presque. Et donc, et tout ça s'explique par des conditions. Les Romains et les sociétés de l'Antiquité maîtrisaient à peu près l'hygiène macroscopique à vue, mais pas microscopique. Ce qui explique le problème des déjections humaines dans l'Antiquité. Des déjections humaines d'une ville moyenne de 20 000 habitants qui pouvaient représenter 10 tonnes par jour. Et ça, il faut les gérer. Et de là qu'il faut avoir des aqueducs et beaucoup de pression pour évacuer. Je vous dis, voilà, en secret, maintenant on n'est pas nombreux. Mon éditeur, quand il a lu ça, il m'a dit, c'est la merde alors. Voilà. Exactement, c'est ça. Et donc, voilà, ce qui nous reste de nos jours, de manière exclusive, c'est des potoirs. D'une part, dans la fouille d'une épave dans les ports d'Antibes, vous voyez, c'est qu'il y a, voilà, on jette tout par la borde. On n'a pas non plus une conscience écologique ni très hygiénique non plus. Mais ici, c'est aussi, ça démontre cette société de la consommation. J'ai vu dans le 5e étage une série d'une dizaine, quinzaine d'amphores Dresselvin. Tout ça, cette petite colline de Rome, à côté du Tibre, c'est le Testaccio, que les Italiens... Testaccio, c'est le monde des tessons, en fait. C'est une petite colline, petite de 30 mètres d'auteur, quand même. C'est une colline des tessons, des amphores Dresselvin surtout, parce qu'ils arrivaient, voilà, ils versaient l'huile qui venait de la Bétique, de l'Andalousie actuelle, et ils cassaient le pot. Et bon, voilà, vous avez des millions de tessons et d'amphores provenant de l'Espagne. Et donc, voilà, concentration de la population, promiscuité de l'habitat, ça donne l'émergence et la diffusion des virus. Donc voilà, les latrines que j'imagine ici à Lyon, il doit y en avoir, ont été fouillées peut-être, des latrines publiques pas très géniales aujourd'hui, de nos jours, voilà, mais il faut qu'il y ait de l'eau. Voilà, ça c'est l'aqueduc de Ségovie. Et puis une campagne que je réalise depuis quelques années, un étudiant qui étudie ça, dans les égouts de Augusta Praetoria, une fondation augustéenne une ville des Alpes, Aosta actuelle. Et donc dans ces secteurs, on a pu fouiller et mettre en contact. Voilà, vous voyez, ça c'est le grand égout qui est celui-ci, qui a pu être fouillé d'une dizaine de mètres. Et donc, on a fait des échantillons, on a essayé de comprendre. C'est un égout qui vient, un égout secondaire qui vient du forum et des égouts secondaires qui viennent des domus, des maisons, des résidences. Et donc, ce qu'on a pu identifier, ce sont des œufs, des parasites de plus banal, si vous voulez, mais bon, voilà, c'est normal qu'on trouve ce type de choses dans les égouts.
Mais il y avait aussi une quantité extraordinaire de pollution de l'air. Les thermes, les bains, les chauffages, tout était du bois, du charbon, et donc tout ça a donné comme résultat qu'il y a certains chercheurs qui se sont intéressés à voir les traces des... il faut que je lise parce que sinon je ne comprends pas. Des formations osseuses sous périostée sur la surface interne des côtes thoraciques moyennes des squelettes d'Herculanum, de la respiration de suie et des charbons, etc., des particules qui ont fait... voilà, c'est la contamination de l'air qui était énorme. Il ne faut pas penser que c'était banal. Bon, voilà. La médecine, voilà, il n'y avait pas la sécurité sociale. Malgré tous les défauts de la sécurité sociale, il n'y avait pas ça. Mais il y avait des médecins de la colonie, par exemple celui-ci, Publius Frontinus Ciscola, qui était un médecin de la colonie Patricia Cordoue de Cordoba, de Cordoue actuelle, ou par exemple des sages-femmes qui aidaient à l'accouchage. Voilà, donc normalement dans un système complètement privé, absolument privé, et qui payait qui pouvait. Voilà. Et puis la fin de la ville, ça c'est la conclusion. La fin de la ville, c'est la fin de la cité. D'une part, quand on voit qu'à partir du IIe siècle, de la fin du IIe et du IIIe siècle, ça c'est très précoce, mais ça arrivera dans d'autres villes aussi, à Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, il y a les pillages du marbre de la Curie. C'est comme si aujourd'hui on pille la mairie, on esquatte et on pille les marbres de la mairie de Lyon. Je dis pas par exemple l'Élysée, mais une mairie, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, si on détecte qu'à cette époque-là, il y a déjà un pillage, et si on détecte d'une manière beaucoup plus généralisée le fait que, par exemple, l'aqueduc de Nîmes, j'ai fouillé 4 ans, l'aqueduc de Nîmes, les ponts d'Igard, avec Jean-Louis Fiche, Jean-Louis Payet. Et donc, quand on voit qu'à partir du IIIe siècle, il y a des détournements de l'eau qui arrivait en ville, il y a des gens, tout à fait normal, qui percent l'aqueduc avec des planches et qui extraient pour irriguer leurs champs et qui provoquent, parce que c'est pas une dérivation bien faite, c'est juste des planches en bois. Et quand ils font ça, voilà, il y a des fuites, et cette fuite de l'eau calcaire qui vient du Zest provoque ces champignons de calcaire, des concrétions calcaires, c'est la taille de 3 personnes à peu près. Hein. Donc, ça veut dire que la ville n'est plus capable de contrôler ce qui se passe dans les territoires. Et alors, c'est la démonstration la plus claire. Je vous ai pas dit que, par exemple ici, les égouts, ils commencent à être colmatés à partir de la même date. À partir du IIe, IIIe siècle, ils commencent à se colmater. Mais il arrive un moment qu'ils ont complètement occupés et colmatés par les sédiments des eaux pluviales. Et donc, quand on commence à voir ça, ça veut dire que la ville est finie, et que la cité aussi, et que c'est la fin d'une civilisation. C'est pas pire, peut-être c'est mieux, mais quand même. Merci beaucoup.